Bienvenue chez Microcanap, un média indépendant et gratuit. Je suis Chloé, journaliste et fondatrice de Microcanap. Retrouvez-moi toutes les semaines le jeudi pour une émission de société et d'actualité française disponible sur toutes les plateformes de streaming. D'ailleurs, pour être tenu informé des dernières sorties d'émissions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, au profil Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre des sujets à traiter en commentaire. Je vous retrouve tout de suite pour le début de cette émission. Hey! Microcanap! Les réseaux sociaux ont-ils fait évoluer nos manières de communiquer entre nous? Nos manières de communiquer sont-elles devenues plus violentes ou du moins vécues plus violemment? Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Et d'ailleurs, j'ai fait appel à l'expertise psychologique d'Anne Chénaud, psychologue psychanalyste. Anne, je t'ai invitée car tu as mené de nombreuses études à propos de la montée des violences dans notre société et tu as corrélé ces études avec notre manière d'appréhender nos relations aux autres. Pour parler de ce sujet, je suis également accompagnée d'Audrey et Ibrahima. Vous avez tous deux des parcours différents. Ibrahima, tu t'es joint à nous car le sujet t'intéresse et que tu as envie de participer à la discussion. Tandis que toi, Audrey, tu as été témoin, tu as vécu des choses et tu es également bénévole pour l'association Stop Ficha. Stop Ficha, c'est une association féministe de lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences sexistes et sexuelles. Et cette association a été cofondée par 12 femmes en novembre 2020. Bonjour tout le monde. Bonjour. Avant de commencer le tournage, j'aimerais juste préciser quelque chose pour les auditeurs et auditrices. Le format sous forme de témoignage qui est enregistré par Microcanap, eh bien, ce format, il n'a pas pour ambition de véhiculer une vérité absolue, mais plutôt de véhiculer différents vécus et différentes formes de questionnement. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Audrey et Ibrahima, comment décririez-vous votre relation avec les réseaux sociaux? Est-ce que vous postez régulièrement, par exemple? Peut-être Ibrahima, tu veux commencer? Eh bien, oui, merci. Donc, pour ce qui est des réseaux sociaux, je pense être quand même quelqu'un qui est assez présent dessus, mais qui, malgré tout, est arrivé dessus assez tard. Notamment mes parents qui m'ont mis vraiment des barrières vis-à-vis des réseaux sociaux en général. J'ai commencé vraiment à faire ce que je voulais, entre guillemets, à poster ce que je voulais quand en arrivant au lycée. T'es né en quelle année? Je suis né en 2004, 2004. J'ai 20 ans actuellement. Et ce qui fait que j'ai eu, de ma courte expérience là-dessus, plutôt des bons rapports, même si je voyais du coup d'un point de vue extérieur qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas, qui vont toujours pas d'ailleurs avec les réseaux sociaux. Tout ce qui va être violence, on va le voir et on va pas forcément être impliqué dedans. Mais pour moi, c'est quand même important d'en discuter quand même, puisqu'effectivement, il y a cet impact de... On voit, est-ce qu'on n'est pas un petit peu acteur en voyant les violences, dans le sens où on est complice, on va dire, de ce qui peut être problématique aussi dans le sujet. Je suis sûre que par rapport d'ailleurs à l'association Stop Ficha, il y aura pas mal de choses à te dire. Mais avant ça, Audrey, est-ce que toi aussi, du coup, t'as X, TikTok, Instagram Alors oui, mais je vais reprendre ta première phrase. Moi, j'ai eu les réseaux sociaux assez tard. Alors pareil, t'es née en quelle année? Je suis née en 2000. Moi, j'ai eu les réseaux sociaux fin lycée, début fac. J'ai eu Snapchat comme premier réseau social. Instagram, je pense que je l'ai eu en terminale. Mais c'était de mon propre chef, en fait, parce que j'avais un téléphone, donc je pouvais décider si je pouvais les installer ou non. Facebook, je l'ai eu pour la fac, parce que toutes les infos de fac sont dessus. Et TikTok, je dois l'avoir depuis 3-4 ans. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de vos histoires. Alors Audrey, en pré-interview, c'est qu'avant d'inviter des personnes au studio, je réalise des interviews par téléphone si on n'a pas le temps de se rencontrer. C'est ce qui s'appelle pré-interview. Alors Audrey, tu m'as parlé de ghosting à un moment donné, dont tu as été victime, si je puis dire. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le ghosting, ça consiste à mettre fin à une relation avec une personne en interrompant sans avertir en fait et sans explication toute forme de communication et parfois même en ignorant les messages et les appels. Alors Audrey, est-ce que tu peux nous raconter dans quel type de relation ça s'est produit et de quelle manière t'as été ghostée? C'était à la fac. J'avais une relation avec un garçon. On était sex friend ou amis avec des... Je sais plus comment avec dire. Des bénéfices. Amis avec des bénéfices, exactement. Et ouais, on s'entendait bien. On habitait dans le même couloir du Crous.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'était un peu une relation, pas de prise de tête. Et en fait, du jour au lendemain, il a plus du tout répondu à mes messages. Et donc, au début, je comprenais pas trop parce que comme il y avait rien de sérieux, je me disais, bah, s'il veut qu'on arrête, il me l'aurait dit et voilà quoi. Et enfin, c'est pas grave. Et en fait, il me répondait pas et j'envoyais des messages, je comprends pas. Et en fait, au bout d'un moment, il m'a dit non, mais écoute, je veux pas de copine, je me sens pas prêt, etc. Et je lui ai répondu, mais enfin, c'est pas ça, je veux juste, enfin, dis-moi juste, je veux plus te voir et ça, c'est pas grave, quoi. Y a pas Et c'est OK. Et c'est OK, voilà, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une justification. Et après, plus aucune nouvelle. Et en fait, il revenait à chaque fois. Il revenait, 6 mois plus tard, il revenait en disant, bon, si on peut se voir. Et puis, bah, moi, bah, j'étais. Pourquoi pas, quoi. Enfin, j'étais pas dans une relation exclusive à l'époque, donc il n'y avait pas de problème. Et en fait, après, il me reghostait à chaque fois. Donc, la première fois, ça a été le plus difficile parce que même si c'est une relation pas sérieuse, enfin voilà, on interagissait quand même. Enfin, on rigolait ensemble et tout. Et du coup, je comprenais pas pourquoi il y avait ce ghosting. Même s'il avait rencontré quelqu'un, je l'aurais pas le pris, en fait. Et il le savait, je pense. Enfin, je suis pas. Enfin, j'étais pas du tout jalouse ni rien. Et Donc, ce qui a été plus compliqué au début, c'est que tu t'y attendais pas la première fois que ça arrivait. Exactement. Et donc, je m'y attendais pas du tout. C'est pour ça, c'est pas que ça m'a fait baisser ma confiance en moi. C'est que je me suis dit, en fait, OK, en fait, ça peut arriver n'importe quand. Donc, faut pas trop que je m'attache. Sinon, bah, derrière, la personne peut ghoster et ça me faire du mal. Donc, en l'occurrence, lui, en tout, il a dû revenir 3-4 fois. Et du coup, à chaque fois, bah, les fois d'après, je m'attendais à rien. Donc, bah... Ça t'impactait moins parce que tu t'attendais à ce que ça recommence. C'est ça, exactement. Et ensuite, quand j'ai eu des relations... quand j'ai eu d'autres relations, du coup, je m'attendais vraiment à ce que du jour au lendemain, ça s'arrête. Et du coup, j'avais pas cet engagement émotionnel, si je peux dire ça comme ça. Anne, par rapport à tout ce que vient de raconter Audrey, déjà, l'impact que décrit Audrey au niveau émotionnel et peut-être même en termes de confiance, alors c'est de confiance peut-être plutôt généralisée envers les autres, etc. Est-ce que toi, avec ton analyse déjà extérieure à tout ça, puis aussi en tant que psy, tu pourrais réussir à nous décrire, en fait, est-ce que c'est normal de ressentir tout ça après avoir été ghosté et quels sont les impacts, en fait, psychologiques ou autres? Ah bah oui, je pense que c'est tout à fait normal de ressentir ça après avoir été ce qu'on appelle ghosté, parce que c'est... alors moi, à mon époque, on parlait de rupture de pont. Hein. Rupture de pont? Coupure de pont, voilà, radicale, brutale, sans explication. Bon, c'était un petit peu plus difficile à mettre en œuvre à mon époque parce que c'était des relations réelles, il n'y avait pas de relations à distance. Donc, c'est un peu plus difficile de couper les ponts directement avec quelqu'un qu'on peut être amené à croiser parce que il habite quand même pas très loin. Du coup, c'était mon cas. On habitait vraiment à 3 appartements. Ah oui, en plus. Oui, on s'est rencontrés parce qu'on était dans le même couloir. Oui, c'est vrai. Et du coup, des fois, on faisait nos repas dans la cuisine commune. Ah oui. Et j'étais là, genre... parle-moi, je sais pas, dis quelque chose. Et non. Ah, donc en plus, t'as vécu le ghosting virtuel, mais réel en oui, même. C'est ça. Et oui, Il t'ignorait complètement quand tu le faisais. Ouais, il m'ignorait. Et en fait, il m'ignorait, mais il donnait des signes qu'il savait que j'étais là. Enfin, je sais pas comment dire. Il soupirait, trucs comme ça, comme s'il voulait que j'engage la conversation. Mais moi, j'ai rien à te dire, en fait. C'est à toi de... Bien sûr, bien sûr. Donc, très bizarre. Donc, c'est toujours... ça ne peut être que violent, quoi, pour la personne qui vit ça. Alors là, comme c'est une relation réelle, donc quand c'est une relation qui n'est pas réelle du tout, hein, qui n'est que virtuelle, je pense que la personne qui fait ça, elle n'a pas forcément conscience que c'est violent pour l'autre. Parce que elle est dans son ego, c'est-à-dire qu'elle voit midi à sa porte, elle a ses raisons, elle arrête, ça pose pas de problème. Si elle arrive éventuellement à se mettre à la place de l'autre, vraisemblablement elle va utiliser un mécanisme de défense, et puis elle va dire c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, moi aussi ça m'arrive. Elle va minimiser l'impact émotionnel, mais l'impact émotionnel, à mes yeux, il est inévitable, parce que dès qu'il y a une relation avec quelqu'un, même si c'est sur un mode sans engagement léger, c'est quand même une relation.
Et donc, il y a quand même de l'amour en jeu. Alors, pas forcément de l'amour amoureux pour construire quelque chose, mais pour moi, dès qu'il y a relation humaine, il y a de l'amour en jeu. Et ça, bon, Lacan l'explique. Hein, il dit que lui, le Alors, premier... Jacques Lacan, qui est... Jacques Lacan, un grand psychiatre, psychanalyste français, qui a bien fait évoluer la théorie psychanalytique. Il dit que le premier don, c'est la parole et la présence. C'est le premier don d'amour, c'est ça. Et donc, dès qu'on est en contact avec quelqu'un, il y a ça qui est en jeu de façon sous-jacente. Voilà. Et la notion de confiance dont parlait Audrey, c'est normal qu'on remette en doute cette confiance après subir ce ghosting Oui, parce que c'est incompréhensible. Donc, à partir du moment où les choses n'ont pas de sens, on va douter, et puis on se dit, ça peut se reproduire n'importe quand. Oui. Donc, c'est justement ce que tu as pensé, c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure. Surtout que les fois où il est revenu et qu'il m'a reghosté, en fait, je cherchais pas à comprendre parce que je savais que ça allait se terminer comme ça. Et après, je me suis quand même dit, parce que la première fois où il est revenu, j'ai mis les choses au clair. J'ai dit, écoute, si tu ne veux plus qu'on se voit, tu me le dis. Et donc, il n'a pas vraiment répondu à ce que j'ai dit. Et en fait, après, il ghostait sans prévenir, quoi. Enfin, ce qui est un peu le but du ghost, mais il reproduisait quand même à chaque fois. Ça m'amène à poser une question, parce que ce que t'expliquais, Audrey, c'est qu'il revenait quand même, mais il reghostait ensuite. Du coup, qu'est-ce que ça dit de la personne qui ghoste ? Tu parlais un peu finalement d'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Les personnes qui ghostent à de nombreuses reprises une même personne, c'est qu'elles sont incapables de se mettre à la place de l'autre et qu'elles minimisent tout le temps leurs gestes. Moi, je dirais que ce sont des personnes qui, sont incapables ou en tout cas ont une très faible capacité d'empathie pour l'autre. C'est des personnes qui sont pas engagées avec leur être dans la relation. C'est-à-dire qu'elles s'engagent dans la relation via l'ego et donc, quelque part, elles instrumentalisent un petit peu la relation. Du coup, j'ai une petite question pour toi, Oui. Anne, parce que j'avais lu quelque chose, alors je serais incapable de dire où et quand, mais j'avais lu quelque chose sur le ghosting, justement, et qui disait que les gens qui étaient acteurs et actrices de ce fait, en fait, c'était pas forcément parce qu'il y avait un manque d'empathie, une incapacité à se mettre à la place de l'autre, etc., mais que c'était plutôt des gens qui savaient pas, en fait, comment mettre fin à une relation, qui avaient peur de la réaction de l'autre, et qui, du coup, dans la panique et le fait de ne pas savoir quoi faire, en fait, ils faisaient rien. Ça peut aussi. Okay. Ça peut aussi. Hein. Moi, j'ai plus, réfléchi sur l'autre versant, l'autre raison. Hein. Mais effectivement, la difficulté à gérer les émotions, ça peut aussi amener à faire des passages à l'acte de ce type-là. C'est vrai que j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui ont peur de blesser les autres. Et du coup, à avoir peur de blesser l'autre, se comporte en tant que... se retrouve à être le ghoster, quoi. Oui. Mais parce que, en fin de compte, pour moi, c'est un effet des réseaux sociaux quand même. Le fait que les relations soient très rapides, très faciles, qu'elles se multiplient à l'envi. Eh bien, on n'a plus le temps de penser, en fait. On n'a plus le temps de penser même ce qu'on ressent, de penser ce qu'on voudrait et de prendre le temps de trouver les mots pour le dire. Donc, c'est la facilité quelque part. Et ça, c'est l'évolution technique qui permet ça. Comment arrêter une relation avec quelqu'un de manière saine ? En prenant le temps de dire, écoute, je m'y retrouve plus. C'est assez simple, à condition d'être capable d'accepter que l'autre va être déçu. Et donc ça, effectivement, il y a des personnes qui, comme tu disais, sont pas capables de ça, et donc elles vont ne pas pouvoir mettre de mots, et donc ça va être le ghost qui va arriver. Mais sinon, bien sûr qu'on peut arrêter une relation. Enfin, une relation, c'est toujours... comment dire, il y a une image que j'aime bien, je me souviens plus de qui elle est, mais une relation, c'est chacun tient un ruban. Donc, à tout moment, on peut lâcher le ruban, hein, et puis ça pose pas de problème. Le mieux, c'est de prévenir à l'autre, hein, de prévenir l'autre, mais on peut toujours arrêter une relation et l'arrêter comme il faut.
c'est pas parce que l'autre le prend mal qu'on l'a mal arrêté non plus. On peut très bien arrêter une relation correctement, enfin voilà, et puis l'autre se sent vexé parce que du coup c'est lui qui est dans l'ego et donc il le prend comme une attaque personnelle, comme comment dire, comme étant une non-valeur, son estime de soi va en être affectée, alors que bon, les relations c'est comme ça, elles se nouent, elles se dénouent. J'avais un exemple d'une amie, qu'une amie m'a raconté. L'un ou l'une de ses proches amis l'a ghosté. Et pendant 2 ans, mon amie lui a proposé des cafés et ses invitations sont restées sans réponse. Et au bout de ces 2 années, le ghoster ou la ghosteuse a écrit un message sur Instagram pour lui souhaiter son anniversaire. Ce à quoi mon amie a répondu « Merci, mais mon invitation pour le café tient toujours ». Et cette invitation, elle est de nouveau restée sans réponse. Alors, qu'est-ce que cherchait le ghoster ou la ghosteuse, à ton avis, Anne ? Peut-être, lui, à se rassurer sur le fait que il est quand même quelqu'un de bien. D'un côté, il y a un déni complet du fait qu'il ignore les propositions de rencontre de la personne. Et puis, d'un autre côté, il va se présenter comme étant quelqu'un de bien qui va penser à la personne à une occasion. Donc, c'est une façon bancale d'essayer de s'arranger avec la bonne estime de soi, quoi. D'accord. En tout cas, voilà, comme ça, c'est comme ça que je verrai les choses. Ça me permet de faire la liaison avec un autre point par rapport aux réseaux sociaux et aux échanges, c'est la notion d'irruption dans la vie des autres, qui peut être très brutale, par un commentaire, par un like, par un message, par un appel. Alors, est-ce que c'est que j'ai pas fait exprès d'appuyer sur le bouton ? Enfin voilà, il y a plein de choses. Est-ce que ça, du coup, c'est plus violent qu'à l'époque ? Est-ce qu'à l'époque, on allait toquer à la porte de quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans et lui dire « Hey, salut, ça va ?» puis repartir ? Je sais pas, j'ai cette image en tête. C'était plus difficile. Et puis, le risque de trouver la porte fermée est plus engageant que le fait de ne pas avoir de réponse par le numérique. Le numérique, c'est qu'un outil technique. Il ne fait que rendre facile certaines choses qui se sont toujours produites, comme les ruptures de pont ou le fait de ressurgir dans la vie de quelqu'un après des années. Ça a toujours existé. Et le numérique rend ça simplement très facile et donc ça se banalise un petit peu. Toutes ces choses-là, elles peuvent se banaliser. L'évolution technique ne change rien en fait aux relations, à la qualité de la relation qui doit primer, qu'on recherche en général, et à la jouissance des mauvaises relations parfois qui sont mises en œuvre. Sauf que c'est amplifié et démultiplié par l'évolution technique, la rapidité, la facilité, quoi. Puis encore une fois, ça dépend ce qu'on veut en faire de ces outils. Oui. Comme pour tous les outils d'ailleurs, c'est pas que les réseaux sociaux et le numérique. Exactement. Est-ce que vous prenez le temps de vous poser et justement de réfléchir à ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire, de transmettre aussi comme émotion, ou tout va vite? Alors, personnellement, personnellement, c'est un truc qui va évoluer, c'est une façon de parler qui va évoluer en fonction de la personne à qui je parle aussi, l'interlocuteur. Mettons que je parle à une fille qui me plaît, je vais vraiment réfléchir, peut-être même trop réfléchir à ce que je vais dire, quitte à ce que le message que je vais envoyer ne reflète plus ma personne. Que ce soit quelque chose qui soit calqué, on va dire, sur ce que j'aimerais être et pas sur ce que je suis. Donc oui, je pense que je vais beaucoup réfléchir quand même à ce que je vais écrire en écrivant un message. Et pas forcément quand c'est quelque chose qui va, au contraire, ne pas me tenir à cœur. Quand j'ai pas envie de répondre à la personne, par exemple, je vais juste faire un message, l'envoyer, et 5-10 secondes après, je sais même plus ce que j'aurais envoyé en fait dans ce message-là. Donc je pense que c'est vraiment la quantité émotionnelle que je mets envers l'interlocuteur qui va faire évoluer la façon dont je vais lui parler et lui envoyer un message. Et Anne, tu évoquais la notion qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a un réseau infini, finalement on va tout le temps démultiplier les rencontres, entre guillemets, parce que ça reste virtuel, et du coup démultiplier les échanges. Est-ce que plutôt ça modifie notre manière de concevoir les relations aux autres ? Puisque ça reste virtuel, et puis si on oublie ce qu'on a dit il y a 2 minutes, enfin voilà, pour moi il y a vachement d'impact.
Oui, je pense que le danger, c'est que effectivement les relations soient pas ce que j'appelle habitées, quoi. Parce que, par exemple, en plus, il y a quand il y a un groupe de discussion, des choses comme ça, il n'y a pas que la question de répondre en vitesse et de se souvenir ou pas. Il peut y avoir aussi des questions du style, bon, est-ce que je réponds ou est-ce que je réponds pas? Parce que l'autre, il a posté quelque chose. Si personne répond, il va le sentir. Donc on se pose. On est tellement dans les groupes famille. Ça, c'est vraiment. C'est vrai. Une photo d'anniversaire, que tout le monde. Maintenant, on peut mettre des likes ou des pouces ou des cœurs sur les photos. Ça sauve la vie. C'est trop bien cette invention. Et donc il y a ça. Il y a le regard des autres, parce que du coup, la relation duel, elle est publique quelque part. Donc, si je réponds pas, qu'est-ce que les autres vont penser? D'après ce que j'ai compris, enfin perçu, c'est qu'il y a des gens aussi qui mettent un point d'honneur à répondre tout de suite. Donc voilà, il y a des enjeux de groupe, on va dire, qui multiplient l'impact du regard des autres. Et ça ne peut qu'impacter la façon dont soi-même on va interagir avec les réseaux sociaux, parce qu'on est sensible à ça et on s'interroge sur qu'est-ce que les autres vont penser, la personne qui a posté, les autres qui n'ont pas posté, enfin bon. Je souhaiterais également évoquer notre manière de partager nos opinions, donc nos jugements. Et en fait, avec les réseaux sociaux, entre les commentaires, les stories auxquelles on peut commenter, les tweets, donc les messages sur X, les posts sur X, je sais plus comment on dit du coup. C'est pour ça que personnellement je continue de dire Twitter, comme ça il n'y a plus de problème. Tout le monde comprend. Voilà. Est-ce que Audrey, Ibrahima, vous avez été témoin ou victime de posts sur des réseaux qui jugeaient ou qui persécutaient? Peut-être Ibrahima, tu veux commencer? Alors, qui persécutait, là tout de suite, j'ai rien qui me vient en tête, mais qui jugeait, j'ai beaucoup de choses qui viennent là-dessus. Notamment d'un point de vue, alors dans le domaine du sport et de la musique, beaucoup de gens qui partagent ce qu'ils aiment, leur avis sur quelque chose. Et il y a un concept, alors c'était même un peu à la mode pendant une période, ça s'appelle les tier lists. C'est une façon, donc on peut faire ça sur un site internet. On va classer, donc selon nos goûts, plein de domaines particuliers, donc des artistes musicaux, même des fruits, des légumes, quoi que ce soit. On peut tout classer, en fait, donc selon plusieurs catégories. Et on va dire ce qu'on préfère et ce qu'on aime le moins. Et il y a ce principe d'objectivité, en fait, là-dedans, qui fait que la personne qui va le partager va dire « Ok, ça, c'est l'avis universel. Donc, mettons, le fraisier, c'est la meilleure pâtisserie du monde. Je le dis, c'est un fait. » Et en un sens, c'est divertissant, puisque les gens vont émettre leur avis aussi dessus. Mais ça peut vite tourner à la violence, en fait, puisque la personne va le partager, par exemple, sur Twitter ou X, et tout de suite, les gens vont commenter en disant « Mais comment tu peux dire que le fraisier, c'est la meilleure pâtisserie, c'est la tarte au citron ?» Et d'un coup, en quelques messages, ça commence à insulter les mamans, quoi. Donc, c'est... Eh oui, ça flambe. Voilà. Sur Twitter, ça s'insulte très vite aussi. Oui, voilà, hein. c'est ça. Alors qu'à la base, c'est juste pour partager un avis... Par rapport à Twitter, les plateformes doivent maintenant publier tous les 6 mois des rapports de transparence dans le cadre du Digital Services Act. C'est une législation européenne sur les services numériques. Et donc, X a révélé dans son premier rapport, qui a été publié en novembre 2023, que nous sommes, les Français, les utilisateurs les plus violents parmi tous les pays de l'Union européenne. Et les plus violents quand il s'agit de haine en ligne. Mais en fait, déjà, Twitter, c'est un réseau social un peu à part parce que, par exemple, sur Instagram, on veut repartager quelque chose. C'est tout bête, mais il faut appuyer au moins sur 3 boutons. Le bouton partager, le bouton... et ensuite ajouter à la story. Twitter, on retweet. Le but de Twitter, c'est juste de partager une opinion. Du coup, à partir du moment où tu dois juste émettre un jugement et que les autres doivent interagir avec ton jugement, c'est un concept quand même, je trouve. C'est surtout que c'est un petit peu court, quoi, parce que les messages sont très courts. Et quand on s'intéresse un petit peu au langage et à la complexité du langage, au fait que les mots ont plusieurs significations, au fait que les phrases sont souvent retirées de leur contexte, et puis qu'il y a une intentionnalité aussi de la personne qui poste. Hein. Donc on est tout sauf dans l'objectivité. Hein. Mais on a l'impression d'être dans l'objectivité. Et effectivement, ça mène à, je trouve, une mauvaise interprétation en fait, de la part des utilisateurs.
Et ça m'a aussi fait penser à un post que j'avais vu et qui avait beaucoup de succès, puisque il évoquait des choses vraies à mes yeux. Donc quelqu'un qui disait qu'on peut partager notre avis sur Twitter en disant j'aime les gaufres, et quelqu'un va répondre directement en disant donc tu détestes les pancakes. Et c'est tout de suite l'interprétation en fait, que les gens vont avoir, avec un message court qui est pas forcément destiné en fait, à un grand nombre. Les gens vont tout de suite se sentir agressés, ou vont se dire non, cette personne elle est contre moi, donc vont vouloir répondre, et parfois de manière violente. On peut se créer en fait entièrement une personnalité sur Internet sans devoir rendre des comptes après. Oui, ça déresponsabilise, quoi. Oui, exactement. Le fait qu'on soit derrière l'anonymat le téléphone. Voilà. Hein. Mais c'est comment dire, c'est une illusion d'anonymat, parce qu'on peut toujours retrouver la personne déjà. Mais ça marche quand même, dans la tête de la personne, elle a quand même le sentiment de faire ça. Du coup, l'anonymat est quand même reste anonyme dans la plupart des cas. Sauf si ça va jusqu'au procès et tout, là oui. Mais dans la plupart des cas, souvent ça va être des faux comptes qui vont être supprimés. Et donc, du coup, l'association Stop Ficha, s'il y a ce genre de problème, peut, parce que si on bloque quelqu'un, un compte, la personne peut très bien refaire un autre compte et continuer à harceler. Et en fait, il y a des moyens pour que justement on bloque carrément la personne, et du coup, tous les nouveaux comptes qu'elle va faire vont être bloqués automatiquement. Donc ça peut être pas mal si on est victime de harcèlement. Et pourtant, quand on bloque quelqu'un sur Instagram, sur Facebook, pardon. Ah, c'est peut-être que sur Facebook. Parce que moi, avec le compte de Microcanap, du coup, il y a beaucoup de spam, et il me demande, du coup, quand je cherche à bloquer cette personne, il me demande si je veux bloquer cette personne et tous les autres comptes qu'elle va créer. Oui. D'accord. Ouais. Donc c'est un peu comme l'adresse IP d'un ordinateur, ils ont l'adresse du téléphone, en fait. Ils se basent là-dessus, je pense. Après, je crois que c'est l'entreprise Meta qui a mis ça en place. Oui. Donc Meta détiennent Facebook et Instagram, du coup, les deux sont liés. WhatsApp aussi, effectivement. Donc ça a permis de faire ça. Je sais pas si Twitter X a ça aussi. Twitter, ça m'étonnerait qu'ils acceptent ça, parce que ils avaient dit, dans l'un de leurs rapports, ils avaient dit, nous, effectivement, on met plus en avant des tweets qui parlent de droite, d'extrême droite, parce que ça fait parler. Donc, les tweets qui provoquent du harcèlement, etc., eux, ils veulent surtout pas les enlever, au contraire. Ils veulent pas les enlever? C'est difficile, mais parce que justement, ils veulent les garder, parce que ça fait du buzz. Il y a de l'interaction, c'est ça. Plus il y a d'interaction, plus le réseau va gagner en popularité, et donc va se faire de l'argent, en fait. La jouissance se développe aussi virtuellement. C'est ça, oui. Donc le numérique favorise aussi ça, quoi. Pour donner un exemple, trigger warning viol, je ne sais plus quelle plateforme a laissé une vidéo de viol collectif pendant 16 heures en ligne, parce que ça faisait du like, des partages et tout. Et en fait, normalement, les robots enlèvent direct, mais cette vidéo a quand même mis 16 heures à être supprimée, c'est énorme. Oui. Ibrahima, au tout début de l'émission, tu disais justement qu'on voit souvent des violences dans les commentaires. Est-ce que le fait de voir et de pas agir, c'est finalement participer, entre guillemets, à tout ça? Est-ce que tu peux un peu plus développer ce questionnement-là? Par exemple, tu as vu des choses et du coup, tu n'as pas cherché à, par exemple, arrêter le conflit. Ça voulait dire quoi, finalement? Alors, en fait, pour moi, il y a plusieurs... ça va dépendre de plusieurs contextes. Les fois où j'ai vu ça, ça va uniquement être sur Twitter. Sur Twitter, on va voir des violences, parfois, des gens qui parlent mal, on va dire, sur les réseaux, et qui vont donc commenter en commençant à m'insulter, en commençant à menacer. Et il y a toujours ce moment où on se demande si la personne est sérieuse ou pas. Ou est-ce qu'il fait juste ça pour rire? Est-ce qu'ils trouvent que ça marrant? Alors on sait que c'est pas drôle, mais il y en a qui vont trouver ça marrant. Et on va se demander, est-ce que je dois intervenir? Et si on intervient, comment est-ce qu'on va intervenir, en fait? Comment est-ce qu'on va juste répondre en disant mais ça va pas ce que tu dis, quoi que ce soit? Quitte à se retrouver plus tard cible aussi de ces insultes-là. Ou est-ce qu'il faut au contraire juste aller signaler ou rester dans l'ombre, entre guillemets, agir dans l'ombre? Il y a plusieurs réponses auxquelles j'ai pas encore pu trouver la réponse. De mon côté, mon action, c'est dès que je vois quelque chose que je trouve inapproprié, je vais tout de suite le signaler. Je suis pas encore allé répondre parce que justement, j'ai limite, on va dire, peur en fait de cette interaction, dans le sens où j'ai pas envie parce que je sais qu'il y a beaucoup de petits malins sur les réseaux. C'est très facile de se faire retrouver. Malheureusement, l'anonymat, il existe, mais il est pas si présent que ça.
il suffit de tomber sur une personne mal intentionnée qui te veuille vraiment du mal et ton adresse peut se retrouver sur les réseaux en quelques heures. Donc voilà, j'ai encore cette peur, on va dire, d'interagir avec les personnes violentes. Mais oui, de mon côté, la petite action, on va dire, ça va être de signaler directement, même si on sait que c'est pas forcément le plus efficace. Ce qui est important, là, la notion de violence, c'est pas... du coup, là, on parle vraiment pas de violence physique, ni de violence d'atteinte à la personne en termes de nudité ou quoi que ce soit. C'est, les mots ont un impact. Et ça, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu avec les réseaux sociaux. Vu qu'on réfléchit moins, on est dans l'émotion et dans la rapidité, et qu'on peut oublier très rapidement ce qu'on vient de dire. Parfois, on prend pas le temps de se poser et d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Alors, comment peut être prise ma phrase ? Et effectivement, il y a ces notions de violence, qu'une violence émotionnelle, c'est tout aussi impactant qu'une violence physique. Enfin, encore une fois, à prendre avec des pincettes ce que je dis. Ça abîme, hein. Ça peut même être plus sévère. Il y a des études qui ont été menées qui ont montré que les violences en ligne, du fait que en fait, elles sont toujours... elles peuvent être répétées dans le temps, dans la durée, même si on déménage, même si des infos personnelles peuvent être délivrées, et que du coup, toutes ces choses font que c'est pas rare de voir qu'il y a plus d'impact sur des gens qui ont été harcelés en ligne que dans la vie réelle. Et d'ailleurs, peut-être tu peux nous reparler un peu de Stop Ficha. Donc, je le répète, c'est une association féministe qui lutte contre le cybersexisme et le cyberharcèlement. Toi, ton rôle en tant que bénévole, c'est d'être présent pour des victimes qui contactent l'association, mais aussi vous sensibilisez aussi beaucoup les jeunes à cette éducation, finalement, à qu'est-ce que c'est de violence sur les réseaux. Oui. Alors, moi, de base, je faisais partie du pôle d'intervention. Donc, je suis allée j'ai fait collège, lycée et prépa, pour l'instant. Et j'ai fait parents d'élèves aussi, d'élèves de lycée. Oui, on leur apprend à adopter les bons gestes. Tout à l'heure, tu parlais d'informations personnelles qui pouvaient être divulguées, ça s'appelle du doxing. Beaucoup de stars en sont victimes. Je veux dire, par exemple, Lina Situation, il y a l'adresse de sa grand-mère qui a été divulguée. Donc, en fait, ça veut dire que sa grand-mère recevait des personnes chez elle qui disaient oui, votre petite fille est une salope, vous devriez. Enfin, c'est très très courant. Donc, on leur apprend que ce qui est fait sur Internet a un impact, aussi que on est pénalement répréhensible. Donc, faut pas penser que c'est que Internet et que c'est bon. Non, c'est pas le cas. Et là, oui, depuis peu, je fais partie aussi du pôle d'accompagnement des victimes sur TikTok, parce que du coup, certaines vont s'occuper des demandes qu'on a sur Instagram, d'autres sur TikTok, d'autres via le mail qu'on a. Est-ce que tu as des exemples comme ça de témoignages un peu que tu pourrais nous dire? En gros, quels sont les exemples d'harcèlement Alors, on reçoit énormément de messages de jeunes filles, je dirais de 13 à 15 ans, mais ça peut aller beaucoup plus haut comme beaucoup plus bas, qui sont victimes de menaces de diffusion de contenu intime ou de diffusion de contenu intime. Donc là, en fait, on leur envoie tous nos formulaires. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais du fait que signaler, c'était pas efficace. On est totalement d'accord avec toi. Et du coup, Stop Ficha, nous, on est partenaire des réseaux sociaux, et notamment du groupe Meta. Donc, on ne peut pas trop agir sur Twitter et Telegram, mais tout le reste aussi. Et en fait, quand on va sur Stop Ficha, qu'on va sur le lien où il y a nos formulaires, les signalements en fait, vont passer en premier dans la liste de harcèlement des signalements à vérifier. Et en fait, un compte qui diffuse des photos dénudées de filles, enfin de jeunes filles, peut sauter vraiment dans 2 heures, voire le lendemain au plus tard. Donc vraiment, si vous êtes victime de quoi que ce soit, vous pouvez contacter Stop Ficha. Nous, on vous renvoie vers nos formulaires, vous les remplissez et ensuite, ça va être fait beaucoup plus rapidement que signaler et dans 6 mois, recevoir une notification. Le poste ne correspond pas à... Voilà. Donc, ce que tu disais, Ibrahima, concernant la notion de quand on est témoin, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que... c'est un peu compliqué de se positionner.
Déjà, que ce soit dans la vie physique ou sur Internet, déjà, faut pas se mettre en danger. Donc, comme tu dis, si tu sens que répondre en public, tu peux être vulnérable à du piratage ou à du doxing, etc., faut pas le faire. Après, ce qui peut être bien, c'est que si on connaît la personne, lui envoyer un message en privé, c'est toujours un peu plus pour pas l'exposer devant tout le monde et du coup, que son ego soit blessé. Mais par contre, il y a la notion de témoin passif et actif, dans le sens où si on ne fait rien, qu'on ne dit rien, finalement, on participe un peu au fait du laisser faire, quoi. Ça normalise un peu trop ce qui se passe, ouais. C'est ça. Mais encore une fois, si on sent qu'il y a un danger quelconque, si on intervient, il faut pas le faire parce que sinon ça va envenimer encore plus. Et il n'y a pas une action de base à faire, c'est vraiment en fonction de chacun. Il faut surtout pas se culpabiliser parce que des fois, ne rien faire, c'est la meilleure chose à faire. En pré-interview, tu m'as parlé de posts sur les réseaux sociaux à l'université. Est-ce que tu as envie d'en parler aujourd'hui ? C'est comme ça, du coup, que j'ai pris connaissance de l'existence de l'association de Stop Ficha. Donc moi, je suis étudiante en médecine et il se trouve que quand j'étais en 2e et 3e année, j'étais tutrice, donc je donnais des cours du soir à des premières années. On tapait les cours pour les premières années pour que ce soit pas trop difficile, pour que ce soit plus simple pour eux, en fait, qu'ils aient déjà le cours sous les yeux. Et en fait, en page de garde, on mettait des images drôles, des mèmes, des trucs comme ça. Et sauf que des fois, un peu trop souvent, il y avait des choses vraiment très sexistes, très racistes. Après, des fois, ils partageaient des tweets. C'était une capture d'écran d'un tweet et qui mettait, donc il y avait l'excuse de « Ah, mais c'est pas moi qui le dis, je reprends le poste de quelqu'un ». Alors, on a vu un tweet qui disait les femmes, c'est comme les lois, ça se viole ». Et il y avait aussi, pareil, c'était un tweet, oui, les Noirs, ils aiment trop crier à l'appropriation culturelle, mais quand ils se sont mis à marcher, nous, on n'a rien dit. Donc, extrêmement sexiste et raciste. Et en fait, on s'habitue. Parce que, on est confronté à ça. On ne peut pas faire autrement. Et en fait, quand j'étais en 3e année, il y a une personne qui, en fait, a essayé de stopper ça, en fait, qui a dit que c'était pas normal. Et en fait, on lui a un peu ri au nez. Donc, la personne a fait « Ok, je vais avertir une association et je vais voir ce qu'elles peuvent faire pour moi ». Donc, du coup, Stop Ficha a eu vent de cette affaire et elles ont directement contacté la faculté de médecine en disant « Bon, là, c'est pas une élève qui vient, c'est nous. S'il faut faire un procès, on le fera ». Et à partir de là, ils ont vraiment pris ça au sérieux et ça s'est arrêté. Et surtout, je pense le plus gros changement que ça a fait, c'est que moi, j'étais pas d'accord avec ça, mais qu'est-ce que je peux faire face à 2000, 3000 étudiants qui trouvent ça normal et même ceux qui trouvent ça choquant, etc. En fait, ils vont rien dire, ils vont dire « Oh, c'est bon, c'est juste, c'est pas grave ». Et en fait, quand ça s'est passé, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de gens qui sont positionnés, qui ont dit non, mais c'est pas normal en fait de faire ça. Dans la majorité silencieuse, il y en a beaucoup qui ont pris la parole. Exactement. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis pas seule à penser ça. Et du coup, j'ai eu vraiment l'exemple mais en fait, ça a vraiment fait un vrai changement dans la mentalité des gens et même des profs. Par exemple, maintenant, si on veut participer au week-end d'intégration, on est obligé pendant 1 heure, on a un cours sur les violences sexistes et sexuelles. Et si on n'est pas à ce cours-là, on ne peut pas aller au week-end d'intégration. Donc, c'est pour ça qu'après, 2-3 ans plus tard, quand j'ai vu Stop Ficha lancer un appel aux bénévoles, j'ai dit, moi. Parce qu'ils ont une efficacité, quoi. Mais c'est ça. Et moi, jamais j'aurais pensé que ça puisse aussi simplement, entre guillemets, s'arrêter. Alors après, bien sûr, il y a toujours des gens qui font des groupes à côté, mais au moins, en tout cas, là, je suis plus en première année, donc je sais pas exactement comment ça se passe, mais il y a plus ces trucs sur la page de garde, ça va être d'autres choses, quoi, pas des tweets racistes, sexistes. Et l'institution s'est quand même positionnée, quoi. Oui, mais il a fallu les forcer. Les contraindre un petit peu. Les contraindre, bien les contraindre. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que par rapport à ces personnes qui pensaient la même chose, mais qui se sentaient impuissantes, démunies, etc. Donc, il faut vraiment, je pense, avoir conscience que
dire les choses et voilà, faire des actions comme ça, ça a des effets vraiment, sur la société, en fait. Hein, Ouais. parce que ça a changé, Bien j'imagine, sûr. quand même l'ambiance dans la fac de médecine, quoi. Ouais. Hein. C'est ce que je dis aux lycéens. Je dis, mais vous voyez, là, dans mon histoire de fac, il a suffi d'une personne Oui. qui a contacté les bonnes personnes, qui a machin. Voilà. Et en fait, une seule personne, a pu faire tout ça. Donc, si vous sentez que vous pouvez le faire, faites-le. Après, encore une fois, ne pas se mettre en danger. Je trouve ça bien que ce type d'asso existe et que du coup, il y ait des gens comme toi pour la mettre en avant. Puisque même moi, avant aujourd'hui, pour moi, c'était très difficile d'agir, en fait, pour justement mettre un cran d'arrêt à toutes les violences. Et le fait que tu dises qu'il y ait du coup des organismes qui puissent agir directement, donc faire un relais en fait entre la justice et les personnes en elles-mêmes pour justement stopper ça, je trouve que ça donne quand même une lueur d'espoir, on va dire, sur tout ce qui va être donc la question du harcèlement, la question de la violence sur les réseaux sociaux. Parce que malgré ça, comme on en avait parlé tout à l'heure, il y a des réseaux qui vont surfer là-dessus, qui vont tenter de gratter du buzz en fait sur ces violences-là. Donc le fait de pouvoir agir, ça va vraiment, je pense, même si plus de gens en fait pouvaient être au courant qu'on puisse agir, ça pourrait mettre vraiment un gros cran d'arrêt sur tout ça. Alors Audrey, pour finir, est-ce que tu peux parler de l'association Stop Ficha? Est-ce que c'est aussi réservé uniquement aux femmes? Pas du tout, on vient en aide à toute personne. Stop Ficha, donc c'est une association féministe intersectionnelle, donc qui concerne les femmes racisées, les femmes cis, les femmes trans, les minorités de genre également. Et notre thématique, ça va surtout être les cyberviolences, le cyberharcèlement ou le cybersexisme, toutes les formes de violence en fait qui se passent sur Internet. Donc, on fait des interventions dans des cadres scolaires, on accompagne les victimes, etc. Donc, si vous voulez nous contacter, vous tapez Stop Ficha on est sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Donc, si vous avez des questions... ou si vous êtes victime, tout simplement. Si vous êtes victime, si vous connaissez quelqu'un de victime, si vous avez juste besoin de questions, de réponses, vous pouvez nous contacter, nous envoyer un message en DM et puis on vous répondra. Il n'y aura pas de souci. Et je vous mets les informations principales en description de l'émission. Je vous remercie à tous les trois d'être venus. Merci à toi. Et puis à bientôt peut-être pour un autre sujet. Eh bien, volontiers. Volontiers. Pour résumer, les réseaux sociaux sont des outils qui se sont démultipliés ces dernières années. Et dans le même sens, ces outils ont démultiplié le nombre de relations que nous pouvons avoir et donc le nombre d'échanges que nous pouvons avoir au quotidien. Et aussi, ces échanges, ils ont pris des nouvelles formes, commentaires, stories, vocaux, messages, etc. Il ne tient donc plus qu'aux citoyens de choisir comment utiliser ces outils et quoi en faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé de répercussions négatives, mais il existe aussi des répercussions positives dont nous parlerons dans une émission future. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous soumettre des sujets à traiter en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à Spotify, Apple Podcast et Deezer. Et on est aussi présent sur Instagram et TikTok, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Micro-canap!